Bonsoir. J'attends un tout petit peu que les gens arrivent. Tac. Au niveau du son, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien? Si au niveau de la connexion, tout va bien? Bon bah, je pense que je vais commencer du coup. Alors, ce soir, en même temps que je voulais aborder la dépendance, super, merci beaucoup Sandrine, c'est très gentil. Je voulais traiter de la dépendance affective, mais on peut pas parler de dépendance affective si on parle pas d'amour. Et ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de commencer par reparler un peu de la conjonction Mars-Vénus, mais surtout à travers l'angle de ce qu'on vit collectivement. Voilà, je voulais vraiment introduire avec ça, vous allez comprendre pourquoi. On entre dans une nouvelle ère vraiment formidable où on va beaucoup travailler le relationnel, et pour la bonne et simple raison qu'en fait on nous demande à un moment donné de retrouver un peu notre humanité, mais surtout notre fraternité. Et qui dit frère inclut forcément beaucoup de communication, d'échanges et de relationnel nécessairement. Et du coup, ça va nous nécessiter forcément que individuellement, on travaille tous beaucoup ces histoires de bagages, d'héritage émotionnel, d'héritage parentaux qu'on peut avoir dans nos relations, et à quel point ça vient les pourrir finalement, et surtout à quel point ça vient nous pourrir nous, parce que ça nous empêche totalement de nous incarner pleinement et de pouvoir vivre sereinement, j'ai envie de dire, les vies et les relations qu'on est censé vivre. Voilà pourquoi je voulais aborder et pourquoi c'est si important pour moi en ce moment la dépendance affective, et en l'occurrence pourquoi j'ai créé cet accompagnement. Mais là, le but c'est surtout vraiment de discuter autour de la dépendance affective. Dès que vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à les poser. Moi je les regarde en même temps et n'hésitez pas à m'interrompre. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, on va travailler sur ces schémas de comportement, et la majorité du temps, ces schémas de comportement hérités. On a besoin de se débarrasser de nos bagages pour pouvoir vraiment nous sentir frères et sœurs entre nous, et ce, dans toutes nos relations. Donc ça comprend bien évidemment les relations amoureuses, mais pas que, puisque on peut se rendre compte que même dans notre travail, par moment, quand on est en attente d'approbation, par exemple d'un de nos responsables, d'un de nos chefs, bien au-delà du rapport de hiérarchie, ce qui est quand même intéressant à se demander, c'est finalement qu'est-ce qui fait écho chez moi dans ce rapport que j'ai avec ma hiérarchie, d'un placement peut-être que j'aurais eu ou que j'aurais adopté enfant avec ma figure. J'allais dire paternelle, c'est un gros lapsus sur ma vie personnelle, parce que c'est pas nécessairement une figure paternelle, bien évidemment. Ça peut totalement se jouer avec une figure maternelle, ou comme je le disais dans la vidéo sur la dépendance affective, un frère, une sœur, etc. Donc ça me paraît vraiment important d'évoquer toutes ces choses-là, parce qu'en fait on en est plein tout le temps dans toutes nos relations, le travail, les amis, on projette énormément dans nos relations et on prend des places. Et en fonction des places qu'on va prendre dans nos relations, elles sont plus ou moins justes. Donc les places, vous les connaissez déjà plus ou moins, je pense. La place du sauveur, la place du bourreau, la place de la victime. Et on passe notre temps à se renvoyer la balle finalement dans nos relations, avec des blessures qui se répondent en permanence, sans vraiment être capable de comprendre vraiment pourquoi, ce qui se joue, et le plus souvent, on les quitte les relations. Alors,
Ça veut pas dire qu'il faut pas les quitter. Des fois, c'est totalement nécessaire. Il faut partir. Juste, c'est terminé. On n'a plus rien à se dire. On est plus sur la même longueur d'onde. Et puis des fois, peut-être que voilà, peut-être que ça aurait pu être travaillé autrement, ou peut-être qu'il y aurait pu y avoir moins de souffrance. Donc, comme je vous le disais, moi j'ai traversé une relation très longue, complètement de dépendance affective. Et je crois que je suis passée par, ce qui m'a marqué dans ce processus, que j'ai beaucoup de dépendance affective en moi depuis toujours, de par mon histoire, comme beaucoup de gens, finalement. Mais comment dire, là, dans cette histoire amoureuse, et je parle de cette histoire, c'est pas vraiment pour parler de moi, c'est parce que je pense vraiment que ça peut faire écho chez de nombreuses personnes. Parce que j'en ai plein des copines qui ont vécu ça aussi. Donc voilà, je me dis ça peut être un exemple intéressant. Et je suis dans cette relation et au début, bon, ça va plutôt bien. Et puis il y a un moment de bascule où lui, il devient distant. Moi, je demande de l'engagement, lui, il devient distant. Il dit, ah bah non, finalement, l'engagement, tout ça, il commence à avoir peur, la responsabilité, etc., etc. Je me dis, bon, d'accord. Et là, ça a entraîné chez moi, j'en rigole parce que ça a entraîné, je sais pas, souvent je l'appelle mon démon ou mon monstre, mais je l'appelle comme ça parce que c'est une partie de moi qui se laisse complètement dominer par ses émotions. Il y a des moments dans la vie où on se maîtrise plus, quoi. C'est juste la peur de l'abandon, le fait même que cette personne elle puisse quitter nos vies. Il y a une comment dire, comment je pourrais le décrire. Il y a comme une panique, un sentiment de panique à l'intérieur de nous qui se fait. C'est vraiment comme ça que je le décrirais, en tout cas. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas, hein. Mais il y a vraiment un moment de panique, quoi. On se dit, ah, l'autre il s'en va. Et on pourrait avoir tendance à croire que c'est de l'amour, ça. Bah, je l'aime, en fait, tout simplement. Je l'aime. Et ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais en même temps, on peut se demander, est-ce que dans une relation amoureuse, quand l'autre disparaît, disparaît, je m'entends, il part, est-ce que c'est censé déclencher ce tsunami intérieur là qui fait qu'on a l'impression que s'il part, on n'existe plus, on n'a plus de valeur, on pourra plus revivre en fait, l'amour c'est plus possible. Et c'est ça qui me paraissait important parce que en fait, quand on veut échapper à ce sentiment de panique justement, eh ben on va avoir tendance à retenir la personne et à vouloir la retenir et à la retenir pas forcément pour les bonnes raisons et finalement à se faire énormément de mal. Parce que le problème réel dans tout ça, c'est qu'effectivement on se fait énormément de mal. Et on retrouve ça aussi dans des relations parents-enfants. On peut le retrouver. On peut retrouver des situations entre parents-enfants où effectivement le parent va tellement projeter de ce qu'il veut ou de ce qu'il souhaite sur son enfant que l'enfant va effectivement complètement bloquer. Ça peut être sa personnalité, mais ça peut être aussi son temps, ses envies, ses projets, pour pouvoir être toujours là pour la personne. Vous allez me dire que c'est pas une mauvaise chose, ça, bien évidemment que c'est pas une mauvaise chose. La question juste, c'est l'équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre dans ce schéma précis, en fait, eh ben, il y a une logique sacrificielle derrière. Il y a une personne qui se sacrifie, pour le bien-être de l'autre, ou en tout cas, pour compenser quelque chose. Donc, dans tout ce que je décris, c'est très important, tout est une question d'équilibre. Les situations que je décris en soi, elles sont pas toutes pathologiques, elles posent pas tout de problème. Il y a des gens, de toute façon, on est super ok avec ça, bah, c'est que ça marche, en fait. Mais dès lors qu'on répète des schémas dans nos vies amoureuses, ou dès lors qu'on ne se sent jamais bien, jamais assez rassuré, on a l'impression qu'on nous donne jamais assez confiance en nous, qu'on n'est jamais assez entouré. Vous voyez le jamais assez. On est toujours dans le je voudrais plus. Et quand on est dans cette logique-là, on est dans une quête d'amour qui au final est juste à aller rechercher en soi.
Alors tout ce que je dis là, c'est des grands mots, c'est super facile. Et voilà, et c'est très théorique tout ça, parce que dans la pratique, très concrètement, c'est quand même parfois beaucoup plus dur d'appliquer, beaucoup plus dur de quitter les situations, de quitter les personnes, et puis surtout de faire bouger les choses dans nos relations. Donc de manière très concrète à chaque fois, ce qui va poser problème, c'est toujours une question. C'est exactement ça dans l'attente perpétuelle. Bah ouais, Sandrine, c'est exactement ça. On est dans l'attente perpétuelle et on se fait du mal. Enfin, en fait, ce qui m'a amené à proposer cet accompagnement, c'est que j'ai réalisé il y a pas très longtemps, grâce à justement à toutes ces énergies de guérison qu'on traverse, j'ai vraiment réalisé, je croyais le savoir, mais j'ai vraiment réalisé à quel point je m'étais fait mal en fait à ce moment-là, à quel point j'avais été jusqu'à déjà je me suis pas reconnue à ce moment-là de ma vie, je ne me reconnais plus, et c'est étrange comme sensation de perdre pied avec soi-même, quoi, alors que je sais pourtant qu'a priori je suis une personne ancrée, que je suis intelligente. Enfin, on pourrait avoir tendance à penser que c'est quelque chose qui n'atteint que les personnes qui sont très fragiles et sensibles, avec des caractères, mais en fait je crois vraiment pas. Moi je suis plutôt une forte tête, je sais ce que je veux dans la vie, et pourtant mes zones de dépendance affective, particulièrement dans mes relations amoureuses, elles ont été très grandes, et j'ai passé, je passe encore du temps à guérir de ça, parce que c'est profond, et que les 3/4 du temps, soit on est dans le déni, soit à un moment donné, on essaie de se rassurer soi-même aussi des fois, et tout ce que je dis c'est normal, c'est pas du tout dans le jugement. Je crois que si j'ai aussi voulu en parler, c'est parce que je l'ai vécu, et que ça me, en tout cas ça m'aide à me protéger de mon ego un peu, parce que exactement, bah oui c'est difficile, et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de travailler la dépendance affective dans toutes nos relations. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de faire le tri et de se dire, ok, là, par exemple, dans cette relation, je suis pas moi-même. Dans la relation avec mes parents, par exemple, je suis pas moi-même. Parce que, y a encore plein de choses que j'arrive pas à dire, j'ose pas faire devant eux, ou des parts de ma personnalité que j'arrive pas à exprimer, etc., etc. Et nos besoins, très souvent, ils sont faits de nos blessures, en fait. Ils sont faits de nos blessures. On a besoin d'affection, on a besoin de tendresse parce qu'on en a manqué beaucoup. Sinon, on n'en aurait pas besoin. En fait, on vit dans un monde, et c'est pour ça que je suis obligée d'évoquer le collectif pour parler de dépendance affective, parce que on vit dans un monde où on souffre énormément, en fait, beaucoup plus encore que ce que les gens pensent. C'est-à-dire que si essayez de faire le panel, de regarder autour de vous sur 10 personnes que vous connaissez, elles ont forcément des manques affectifs plus ou moins énormes en fonction de leur histoire. Et peu importe, elles n'ont pas eu besoin d'avoir des traumas très très lourds, elles vivent des grosses blessures. Et j'entends déjà ce que certains peuvent se dire en se disant oui bien sûr on a tous des blessures, voilà. Mais là c'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, on a tous des blessures et on souffre tous à notre manière de certaines choses. Mais en fait, le fait qu'on souffre fait que je vais avoir de gros problèmes avec mon voisin parce que j'estime que c'est un gros connard. Mais en fait, si c'est un connard, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être dans sa vie, il est genre ultra malheureux en fait. Peut-être qu'il a perdu sa femme, peut-être qu'il est divorcé, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il a jamais été aimé par son père ou par sa mère, ou je sais pas. Ça paraît bateau ce que je dis, mais et pourtant, on a tous des raisons d'être cons en fait. On a tous des raisons, pour rejeter l'autre. On en a tous. Et quel que soit notre autre, que ce soit notre patron, que ce soit
notre conjoint, que ce soit un mec qu'on rencontre en boîte, que ce soit une copine, que ce soit et c'est pour tout. Et si on regarde bien ce schéma-là, on peut le retranscrire dans le collectif en fait, dans nos vies au quotidien. La manière dont les gens vont se détester et se renvoyer la balle. Les gilets jaunes, les gens qui sont pas les gilets jaunes. Enfin, vous voyez, on a tous les riches, les pauvres. Vous voyez, il y a toujours une raison pour aller détester son prochain, pour aller ou pour aller projeter sur lui nos manques à nous. C'est bête à dire, mais voilà, le racisme, c'est totalement cette logique-là, par exemple. Enfin, donc notre monde entier est en souffrance et beaucoup plus. Et même si oui, on travaille beaucoup et on fait beaucoup de prières et de choses collectives qui se passent et on avance et on évolue et c'est bien. Et ça se fait dans l'ordre des choses. Enfin, je veux dire, il y a rien d'anormal dans tout ça. Mais là, on voit bien que le contexte collectif, il nous demande d'aller plus loin. On a des échos mémoriels de guerre qui nous arrivent en pleine tête. On a besoin de reconnecter avec l'autre. L'empathie et la compassion demandent des efforts. C'est exactement ça. Bah ouais, c'est exactement ça. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un peu comme si on nous avait mis un voile en fait sur l'âme ou sur le visage. Je sais pas comment vous pouvez vous l'imaginer, mais c'est vraiment comme si on avait mis un voile sur nous. Parce que oui, c'est inné en fait. D'ailleurs, c'est inné et t'as d'autant plus raison que c'est inné avec les enfants. On le fait naturellement avec un enfant. Enfin, pour la majorité des gens. Pas tout le monde bien évidemment, mais pour la majorité du temps en fait, on le fait naturellement. Ce qu'on appelle l'instinct maternel en fait, c'est ça. C'est un amour tellement pur qu'il dépasse les conditionnements, qu'il dépasse tout en fait. Et puis après, le bébé va grandir et il va construire sa personnalité par mimétisme avec nous. Donc en fait, il va être un parfait miroir de ce qu'on est. Et là, ça coince. Parce que là, on se rend compte de ce qu'on est. Moi, depuis que j'ai mon fils, je me suis jamais autant rendu compte à quel point je pouvais être une personne relou des fois. Je veux dire, vraiment, il m'a renvoyé ce miroir-là, de me dire, non pas que mon fils est relou, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ouais, les petits trucs qui m'agacent en fait des fois, ben, c'est totalement moi, c'est totalement des choses que je fais en fait. Donc on fait ces choses naturellement avec les enfants jusqu'à ce qu'il y ait construction de la personnalité de l'enfant et que là ça vienne clairement faire miroir avec nous. Et ce miroir, bah, il est pas facile à gérer. Il est pas facile à gérer parce qu'il nous renvoie pile poil en face de nos blessures. Enfin, moi, le nombre de fois où je suis face à mon fils et où je me dis, putain, ma mère, elle réagissait comme ça avec moi, et je me rends compte, bah, je comprends en fait pourquoi elle réagissait comme ça avec moi, parce que du coup, j'ai envie de réagir de la même manière, alors que ma mère, je la jugeais parce qu'elle réagissait comme ça. Et je me disais, mais c'était vraiment une connasse. Et bah, en fait, peut-être pas tant que ça, en fait, parce que la situation, elle est pas simple. Et on est rempli de ces échos mémoriels, quelles que soient nos relations. Alors là, les parents, c'est certainement ce qu'il y a le plus flagrant, en tout cas avec un enfant, mais c'est valable dans toutes nos relations vraiment. Et voilà. Et c'est très très fort dans les relations amoureuses parce que le schéma parental va quand même s'imposer grandement. Grandement. Donc soit à un moment donné on aura manqué d'amour nous-mêmes face à nos parents, soit on aura observé un de nos parents quémander de l'amour perpétuellement. Par exemple, un petit garçon ou une petite fille qui voit effectivement sa mère dans sa relation de couple quémander de l'amour, ou son père quémander de l'amour, etc. Ça va être vraiment des ancrages dans nos cerveaux d'un mode de fonctionnement totalement qui s'ancre, c'est-à-dire du coup qui paraît normal. On se dit pas, ah oui, j'ai vu ma mère manquer d'amour. Bah non, en fait, on ancre ce schéma comme quelque chose de normal. Parfois, on se rend compte que c'est pas normal. Et ça nous empêche pas, d'ailleurs, de ne pas le reproduire. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Se libérer de la dépendance affective, les petits bonhommes allumettes fonctionnent bien. Après, par expérience,
je l'ai fait beaucoup, enfin dans la relation amoureuse là dont je parle, je l'ai fait énormément et ça a été ça a quand même été très long, donc je me dis clairement faut le faire parce que c'est une aide énergétique importante et que l'énergétique dans la dépendance affective a une grande part. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais dans nos relations, on est aussi beaucoup liés énergétiquement, en fait. Et ça, c'est pas forcément palpable dans la matière. C'est-à-dire, je m'explique, quand on vit une relation conflictuelle ou fusionnelle avec un de nos parents ou avec un conjoint, il y a une espèce d'attache qui se fait énergétique en fait. Il y a comme si chacun pouvait laisser des cellules mémorielles à l'autre. C'est pas physique, ça ne rentre pas dans le corps, mais c'est partout dans notre aura quoi. C'est quelque chose qu'on porte. Et du coup, l'énergétique va énormément aider dans le fait de lâcher la dépendance affective. Maintenant, il y a vraiment besoin, pas pour tout le monde, hein. Il y a encore une fois, on est tous différents. Il y a des gens, ils auront besoin que de ça et ça va passer et il n'y a pas de souci. Il y a des gens, ils ont vraiment besoin. Ça passe par une déconstruction en fait du schéma de comportement et pourquoi je fonctionne comme ça. Parce qu'encore une fois, on peut très bien avoir analysé ses relations familiales, ses blessures, savoir que bah oui j'ai un conflit avec telle personne dans ma famille parce que ça vient de là, parce qu'à ce moment-là je me suis ressentie rejetée et que j'ai vécu de l'abandon, etc. On peut très bien le savoir intellectuellement. Et pour autant être bloqué dans des schémas, à se taper la tête contre les murs parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et moi, c'est ça, en fait, ce qui m'a fait créer cet accompagnement. C'est ça parce que je l'ai vécu, que je le sais et que je l'ai éprouvé dans ma chair et que heureusement, aujourd'hui, c'est derrière moi et que voilà, et que ce travail-là, je l'ai aussi fait avec mes parents. J'ai dû le faire, ça a été une question de survie. Donc, si on peut éviter et si on peut s'éviter d'aller jusqu'à se taper la tête contre les murs, d'aller jusqu'au point de violence, même si très souvent, encore une fois, ce point de violence, il est important parce que c'est le point d'impact qui va nous faire dire je ne veux plus de cette situation. Merci beaucoup ma sœur. C'est ma sœur d'amour, je t'aime. Si on en arrive à ce point d'impact, ce point d'impact, il est important parce que justement, on se rend compte à quel point on se fait mal, à quel point on s'est mis à une place, on s'est positionné à une place où on n'existe plus, je veux dire. C'est ça que moi j'ai envie de faire entendre. On en arrive à une place où on n'existe plus, où nos besoins, on sait pas pourquoi, mais ils sont loin derrière. Il y a notre enfant qui passe avant nous. Il y a notre mec, on sait pas pourquoi, mais il passe avant nous. Et oui, d'accord, il y a la responsabilité de l'autre. Ça, c'est factuel, bien évidemment. Mais malgré la responsabilité de l'autre, quelle est ma responsabilité à moi? Pourquoi moi je me suis mis dans cette situation-là? Pourquoi est-ce que je suis sortie avec cette personne qui vient me faire travailler pile poil ce truc-là? C'est ça, moi, qui me paraît important. Ça n'enlève rien au fait que l'autre, bien évidemment, qui doit travailler sur lui aussi. Je veux dire, c'est pas genre, on porte toute la responsabilité et on y va. Bien évidemment que non. Mais à un moment donné, s'il y a des échos, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On rencontre jamais personne par hasard. Et en fait, les relations amoureuses qu'on vit dans ce type-là, par exemple, ça marche, Sandrine. Bah écoute, je te souhaite vraiment, je t'envoie plein d'ondes super good vibes pour que ta migraine elle passe, parce que c'est hyper désagréable. Et puis de toute façon le replay je vais le mettre en replay, donc t'inquiète pas, tu pourras le regarder une fois que t'auras plus mal à la tête. Je te remercie en tout cas d'être passé. Je sais plus ce que je disais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu parce que je me suis perdue là dans mes mots. Je ne sais plus.
Je me suis coupée, je ne sais plus. Donc la transmission, on était sur le générationnel, le transgénérationnel en tout cas, et la réponse à l'autre. On se répond, on se rencontre jamais par hasard, et à partir du moment où on se rencontre jamais par hasard, quand on est dans une relation amoureuse, là je prends l'amour par exemple, on est dans une relation amoureuse où on est chou crack love du mec, on peut plus, on a peur qu'il parte. Merci beaucoup, oui, pour qu'on choisisse ces relations. Merci les filles, vous m'écoutez, c'est trop cool. Le mec il vient de faire travailler ça, t'es chou crack love et t'es chou crack love, mais au point où vraiment genre c'est une drogue quoi. Tu peux plus le quitter, tu peux plus t'en passer. S'il y a l'idée qu'il s'en aille, t'as l'impression que tu vas crever. Enfin je veux dire, tu vois, c'est complètement disproportionné. Et dans ces cas-là, notre première action, c'est, on peut avoir tendance à se dire, mais c'est lui qui me rend accro en fait. Il fait tout pour me rendre accro. Il fait le passif agressif là. Il est en mode, je te retiens, mais en même temps, non, mais vas-y, je m'en fous un peu, tu vois. Enfin, et il te prend, il te jette, et c'est de sa faute quoi. C'est lui le connard en fait. Enfin, voilà quoi. Et oui. Alors oui, c'est un connard. Oui, dans un premier temps, oui, c'est vrai. Et en même temps, factuellement, c'est deux blessures qui se répondent. C'est trop facile, en fait. Et je le dis par expérience que je suis en train de vous dire, je me l'applique. C'est trop facile d'aller se dire c'est lui le connard, alors que c'est nous à un moment donné. Enfin, je veux dire, a priori, quand on prend un jet, si c'est pas toi qui te casses, je suis pas sûre que ce soit le mec qui a un problème, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, je me le suis dit à moi-même, hein. Là je vous retranscris ce que je me suis dit dans mon miroir. Et effectivement, en regardant ça et en me disant ça, je me suis rendu compte que oui, en fait, j'étais complètement timbrée. Enfin, tu restes pas avec un mec qui te prend, qui te jette, qui te fait des trucs comme ça. Et ça, on peut le retrouver dans une relation parent-enfant, je veux dire. Vous voyez, c'est pour ça que je dis ça touche toutes les relations, parce que les relations comme ça où on se fait rejeter, mais on y va, il y a une espèce d'accroche comme ça, tu vois, et de jeu un peu malsain qui se fait entre les personnes. Mais on a envie dans plein de relations, on les vit avec nos enfants parfois, on les vit avec nos parents, on peut les vivre avec des amis, et on peut les vivre au travail aussi. Il y a des gens qui sont en burn-out parce que ils vivent ça avec leur patron. Alors qu'ils n'ont pas de relation amoureuse avec eux, quoi, je veux dire. Mais c'est juste que si je schématise, ton patron peut totalement effectivement avoir un truc chez lui qui, tac, appuie sur une blessure infantile et qui fait que, putain, mais oui, mais à chaque fois, en fait, je me positionne du coup en enfant avec lui parce que il a la vibration, il a un truc qui fait que, tu vois, ou des paroles, des mots, des attitudes qui font que, ouais, en fait, si je réfléchis, c'est vrai que mon père, il faisait toujours ça avec moi, et nous, ça nous fait surréagir, sauf que sur le moment, on le sait pas forcément. Ou alors, on le sait, mais on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc effectivement, là, vous allez me dire comment on s'en dépêtre. Là, je suis claire pour le coup. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de, comment dire. Il y a pas de truc à vendre, quoi. Je veux dire, c'est du travail, c'est du travail parce que c'est du déconditionnement. Faut comprendre dans la relation qu'est-ce qui fait écho, sur quoi ça va appuyer chez moi. Dans un premier temps, déjà, en fait, c'est ça, c'est sur quoi ça va appuyer chez moi. Si je prends une relation amoureuse, c'est voilà, pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment de peur panique à chaque fois que il va me quitter. Pourquoi j'ai ce sentiment? J'ai ce sentiment parce que déjà rien que cette question, ça peut durer longtemps d'y répondre. Voilà, surtout si on est tout seul, clairement. Enfin, voilà, je vous parle de mon expérience, hein, c'est que mon expérience. Mais je pense que je suis pas la seule parce que je suis pas un ovni, je suis une humaine comme tout le monde, donc voilà quoi. Ah totalement. C'est exactement ça. Il faut prendre du temps.
il faut prendre du temps pour comprendre nos schémas, c'est clair. Et effectivement, oui, l'illusion, parce que on a trop l'impression souvent qu'on revit enfin, c'est pas on a trop souvent l'impression, c'est qu'on les revit vraiment factuellement ces blessures justement. Et c'est pour ça que ça me paraît important d'aller chercher dans l'héritage parental, parce que je suis pas freudienne, hein, je pars pas du principe que tout vient des parents tout le temps, mais force est de constater, en tout cas de mon expérience, de ce que moi j'ai pu traverser, de ce que j'ai pu voir quand j'accompagnais des adolescents, à ce que j'ai pu voir quand j'accompagnais des amis, peu importe. C'est l'analyse, elle est restée la même, c'est qu'il y a très souvent un schéma parental qu'on reproduit. Idem sur un, je sais pas moi, un homme qui n'aurait pas envie de s'engager ou qui aurait des difficultés à s'engager. Donc oui, peut-être une relation à nos parents, oui, moi j'en suis convaincue en tout cas, surtout sur les choses les plus profondes. Et alors là, quand c'est le cas, il y a un vrai besoin de... Ça peut être un chemin douloureux, mais grave, c'est douloureux. Enfin, franchement, là, pour le coup, et encore une fois, c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler, et c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de créer cet accompagnement, parce que je crois que j'aurais bien aimé être accompagnée moi-même en vrai, quand j'ai vécu ça, avec le recul. J'avais pas réfléchi à vous dire ça, mais c'est ce qui me vient là, et je pense que c'est ça. Si je suis très honnête avec moi-même, je pense que c'est ça. Il y a eu de nombreuses fois dans ma vie où j'aurais aimé être accompagnée. Je l'ai été des fois par des psys, mais sur cette histoire particulière que j'ai vécue, en fait, alors j'ai été très accompagnée par des amis. Attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Des amis qui essayaient de me sortir de là, qui étaient très gentils, qui me disaient mais Morgane, arrête, enfin tu te fais du mal. Et en même temps, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. C'est-à-dire que je suis arrivée à un niveau de violence où même mes amis, ils pouvaient plus rien pour moi, quoi. Il y avait une logique d'autodestruction, et d'ailleurs je trouve que c'est tout le paradoxe de ces situations, c'est qu'en fait on est coincé dans un espèce de je veux à tout prix survivre, et en même temps je m'autodétruis, quoi. Et c'est ça en fait qui est douloureux, c'est ça qui est violent, parce que cet entre-deux, il a aucun sens en fait. C'est comme si on souhaitait vivre et mourir en même temps. Ça marche pas en fait. Ça marche pas. Un Oedipe non résolu, oui, moi je pense que ça peut être le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche. Ça me touche, et ça me enfin, encore une fois, je pense vraiment qu'on est nombreux à le vivre. C'est vraiment. Je pense qu'on n'ose pas en fait s'en parler de ça, parce que ça se dit pas, parce que voilà, il y a des courants de pensée qui sont passés par là et qui font que, et c'est pas grave, mais je suis pas sûre qu'on ose vraiment se dire ces choses-là en fait, et je trouve ça important, parce que c'est pas moi qui fais les énergies, de toute façon, c'est parce qu'à un moment donné, on a besoin de se libérer. On a vraiment besoin de faire péter tous ces carcans, quoi. Je suis pas mon père, je suis pas ma mère, je suis pas son histoire, on a besoin de lâcher, on a besoin de se trouver, et on a besoin d'exister sans toutes ces attaches, et en ayant des relations plus saines avec les autres, avec tout le monde en fait, avec tout le monde. Et si on pacifie toutes nos relations, si moi je le fais, si toi tu le fais, machin, et qu'on est 50 à le faire, et que ça rayonne comme ça, en fait c'est formidable. En fait c'est formidable. Et en très peu de temps, moi je pense en 1 ou 2 générations, notre monde il va mieux. Ça paraît utopique ce que je suis en train de dire, mais j'y crois, mais à 2000% en fait. Donc ça me paraît important, ça me paraît hyper important d'aller regarder ces schémas-là encore une fois, parce qu'il y a des fusions qui se font dans les relations parents-enfants. Il y a des fusions, il y a des
si on n'ose pas en parler, c'est aussi parce qu'on... Des fois, je fais des interruptions parce que je vous lis en même temps, mais aussi parce qu'on ne trouve pas un autre qui peut être dans une dynamique d'écoute et de non-jugement et d'échange. Alors oui, oui. Et en même temps, alors oui, via l'extérieur. C'est-à-dire, comme on est tous en plus dans ces mécaniques-là, c'est pas toujours facile de discerner en fait ce qui se passe chez l'autre. Je repense à mes potes qui étaient là pour moi. Elles me disaient bien qu'il fallait que j'arrête, mais en vrai, elles comprenaient pas pourquoi je réagissais comme je réagissais. Enfin, elles pouvaient que me regarder en se disant mais meuf, qu'est-ce que tu fais quoi? Enfin, sérieux, arrête, tu vois. Mais elles pouvaient pas me dire grand chose de plus, tu vois. Donc oui, là-dessus, je suis totalement d'accord. Après, comment dire? C'est ce que je veux dire, c'est que ça entraîne complètement le fait qu'il y ait des jugements en fait. C'est que du coup, comme on est très peu à avoir tout ça en conscience, ou en tout cas, non, je vais reformuler. C'est pas qu'on est très peu à l'avoir en conscience, c'est que c'est ce truc-là, de tu sais quelque chose en théorie, mais vas-y, pour l'appliquer, tu vois, ok, concrètement, on fait comment? Parce que là, voilà. C'est ça en fait qui fait que les gens, enfin c'est dur, c'est effectivement comme tu dis, c'est dur de trouver des gens qui vont être en capacité de réceptionner. Je vais juste faire une petite aparté pour expliquer pourquoi j'utilise pas le mot jugement, parce que je trouve qu'il est galvaudé en fait. Je trouve ce mot galvaudé et ça n'a rien à voir avec toi qui l'utilises, hein. C'est vraiment mon avis sur la question globale, tu vois. Je trouve qu'en fait c'est hyper culpabilisant la notion de jugement, parce que en vrai, alors oui, on est hyper jugé tout le temps, mais en fait je me suis fait la réflexion en fait il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle là, vite fait. Je vais pas faire 15 ans dessus parce que c'est pas important, mais on juge tous tout le temps en fait, on peut pas s'en empêcher. C'est comme si c'était plus fort que nous. Et en fait, je dis ça parce que je me suis rendu compte avec le Covid en fait. Ça, ce truc-là, je m'en suis rendu compte avec le Covid, de me dire, tu vois, moi aussi, pareil, je me suis dit, mais il y a plein de fois où je me suis sentie jugée dans ma vie. Je me suis dit, putain, les gens, c'est vraiment des cons, ils cherchent pas à comprendre, tu vois. Et avec tout le cœur que j'avais et la conscience que j'avais, Seigneur, le Covid, ça m'a achevé sur cette question du jugement, en fait. C'est-à-dire que j'avais beau savoir intellectuellement pourquoi les gens ils faisaient les choix qu'ils faisaient, j'avais beau savoir que je n'avais qu'à respecter ce choix, mon cerveau, mais j'ai dû lutter, mais comme une tarée, pour ne pas me laisser envahir par le jugement. Et j'ai même pas luté, tu vois, ça a été une guerre à l'intérieur de moi-même, quoi, tu vois. Exactement. Bah voilà, t'as tout dit. C'est ça, c'est du non-jugement, c'est de la compréhension. Merci. C'est ça que je voulais dire. C'est l'idée. Pour pacifier nos relations, je pense qu'il faut instaurer une paix déjà à l'intérieur de nous-mêmes, nous pardonner de certaines choses. Bah c'est exactement ça. Et ça aussi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que se rendre compte qu'on s'est abîmé à ce point-là, quand tu te rends compte que t'as atteint un niveau d'autodestruction plus fort finalement que la personne que tu croyais détester, en te disant elle m'a fait du mal, elle m'a détruite, et que tu te dis en fait alors oui, lui il m'a fait du mal, mais alors waouh, moi qu'est-ce que je me suis imposé. C'est différent quoi, ça fait mal en fait, ça pique, c'est douloureux, ça te renvoie une image de toi qui est terrible. En fait, ce qui est terrible, t'as juste l'impression d'être un caca flottant. Et encore, je le dis poliment, mais c'est voilà. Et ça veut dire, à mon sens, qu'à l'intérieur de nous, il y a une envie d'autodestruction qui est très forte, qui est très très forte. Et alors, bon, là, c'est si on va vraiment en profondeur, mais pour moi, en tout cas, ouais, c'est ma pensée. C'est qu'on est dans une logique
d'auto-punition, mais pour moi ça va plus loin, c'est de l'autodestruction, c'est plus du sabotage, c'est juste à un moment donné, j'ai décidé que bah non, en fait je serais pas heureuse, j'ai pas le droit d'être heureuse. Je serais toujours dépendante de quelqu'un et des besoins de quelqu'un et en fait je pourrais jamais être seule parce que j'ai besoin de quelqu'un, j'ai toujours besoin qu'on me tienne la main ou quand je dis tenir la main coucou, quand je dis tenir la main, c'est pas encore une fois hein, ça n'a rien à voir avec de la faiblesse, je crois c'est pareil. La dépendance affective, on a vraiment tendance à croire que c'est un truc voilà pour des gens un peu mais je crois que ça touche beaucoup les gens très forts en fait, parce que, enfin très fort. Ça veut pas dire qu'il y a des forts et des faibles. Ma formulation elle a été toute pétée. Pardon, je reformule, excusez-moi. Ça veut pas dire que, comment dire. C'est pas une question de sensibilité, c'est pas une question de caractère, c'est ça. C'est pas une question de caractère. C'est une question parce que je précise juste pourquoi, c'est pas une question de caractère, parce que justement, quand on a affronté beaucoup d'épreuves dans la vie et qu'on a dû être très fort, tenir très bon, qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'effondrer, et ben le manque affectif enfant, il a été terrible. Il a été terrible. Si on a ce besoin d'être aussi fort dans nos vies d'adultes, si on est voilà, alors j'ai des exemples de femmes en tête, mais franchement c'est valable pour des hommes aussi. Hein. C'est parce que moi j'ai des exemples de femmes, mais c'est pas là je le genre pas le truc. C'est que le manque affectif il a été terrible, c'est qu'on a énormément manqué d'amour et dans ces cas-là bah ouais faut faire quelque chose quoi. Mais quand on trouve cette personne qui ne juge pas, c'est tellement libérant et apaisant, oui. Ah bah totalement. Bah totalement. Et c'est vraiment pas facile. Et encore une fois, c'est pas facile cette histoire parce que les blessures, elles se répondent. Mais quand on trouve, bah oui, c'est génial parce que on se sent accueilli. Et là, à un moment donné, on peut commencer à guérir. On peut vraiment commencer à guérir à partir du moment où on se sent compris et on se sent pas jugé et on se sent écouté en disant ok ouais t'as une blessure. Et c'est tout ce dont c'est tout. Je vais pas arriver à la faire celle-là. Ce monde a besoin de ça. Ce monde a vraiment besoin de ça. A besoin que au lieu que les blessures se répondent, il y a vraiment besoin que les gens ils se disent ok je quitte un schéma, nos blessures ne se répondent plus et là on peut commencer à discuter ensemble. On peut commencer par se guérir chacun, mais en même temps on peut commencer à se parler. Parce qu'on est plus honnête l'un avec l'autre et parce qu'à un moment donné on accepte de céder certaines choses. Et voilà pourquoi moi ça me paraît hyper important d'aller chercher sur toutes ces questions-là parce qu'on n'a plus le temps et puis parce que c'est important puis parce que ça serait bien qu'on arrive à s'aimer les uns les autres sans se pourrir en permanence. Je crois qu'il est temps, je crois qu'on est assez intelligent pour ça. Et je crois en plus que pour certaines personnes, c'est le temps de la libération ultime là. C'est le temps. Le temps est arrivé de lâcher les bagages, de vraiment les lâcher. Et pourquoi on s'accroche à ces bagages? C'est intéressant ça aussi comme question. Parce qu'en fait, ça là, quand on est là à ce point de rupture là où on n'en peut plus, mais voilà. On se dit mais j'en peux plus et en même temps il n'y a pas de libération quoi. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi je me libère pas? Pourquoi j'arrive pas à lâcher? Qu'est-ce qui se passe quoi? Ce moment où tu te tapes la tête contre un mur et où tu te dis mais je suis au bout là, je suis au bout de mes forces. Faut que ça s'arrête. Eh bien c'est qu'on est prêt à lâcher les bagages et là encore, c'est pour ça on dit souvent que ça prend du temps, mais c'est aussi parce que c'est le temps de ce processus et que
bah, c'est pas toujours facile en fait d'accepter de lâcher les bagages, que quand on a appris toute sa vie à fonctionner sur la défensive, bah en fait du jour au lendemain apprendre à fonctionner autrement, bah c'est genre ultra violent et que on a l'impression d'être à poil littéralement et que on sait plus en fait. Quand on a eu l'habitude toute sa vie de fonctionner dans la colère, bah c'est pareil en fait. Quand on a eu l'habitude toute sa vie de ne rien dire et d'encaisser en silence, en prenant sur soi, et ben c'est hyper dur du jour au lendemain de se mettre à verbaliser tout ce qu'on doit exprimer, tu vois, minute par minute dans ce qui nous blesse pour mieux communiquer avec l'autre. Donc faut pas négliger ça. Parfois le travail de développement personnel, je trouve, facilite un petit peu trop les choses dans le sens, enfin dans le discours, j'entends. Parce que on est plein et certainement que des fois je l'ai fait aussi hein, parce que en fait c'est des conditionnements. Oui, je pense qu'il est temps de se libérer et de se reconstruire, mais c'est clair. Ouais, laisser la montgolfière s'envoler, j'aime bien cette image, elle est belle, elle est très belle parce que c'est vraiment ça en plus, c'est vraiment ça, l'allègement quoi, l'allègement. Mais oui, c'est beau, mais c'est vraiment chouette. C'est y a vraiment quelque chose de très beau qui se passe en ce moment. Après, on va pas se mentir, hein, c'est la pire période ever. Je veux dire, moi si je prends juste dimanche dernier, la corde n'était pas loin. Je veux dire, c'est il y a des jours où c'est terrible. C'est on est nos émotions, elles sont plus. On se sent complètement débordé. On a l'impression. Moi, je vous dis, ces 2 dernières années, j'ai expérimenté des angoisses alors que j'en fais pas normalement, quoi. Je veux dire, c'est. Mais en même temps, c'est comme si tout demandait à sortir de nous, quoi. Je veux dire, voilà, c'est donc oui, ça nous demande de regarder des zones qui sont douloureuses, qui sont et c'est hyper fatigant parce que je vois bien moi les gens autour de moi, la majorité des gens qui me disent, c'est oui mais j'ai déjà fait du développement personnel, oui mais j'ai déjà travaillé sur ça, oui mais je sais ça. Et moi la première, je me le suis dit quoi, me dire mais putain, c'est pas possible, on va retravailler ça, vous êtes pas sérieux les gars quoi. Et ben si parce que c'est comme ça et que c'est un niveau supérieur surtout. On passe à un niveau supérieur. Moi j'aime bien voir la spiritualité comme un jeu vidéo et et là on passe à un niveau supérieur. C'est un boss un peu plus costaud quoi. Donc voilà, mais c'est passionnant et alors franchement les images que j'ai du futur à ce niveau-là, au niveau des âmes, quand je peux les voir en guidance. C'est difficile pour moi de le décrire en guidance parce que je peux forcément que le résumer par des formulations un peu bateau, genre non mais ça va très bien se passer. Mais en fait c'est ça que je vois, c'est des phénomènes de libération qui sont ouf quoi. Je veux dire vraiment avec des gens qui sont libérés de ces mimétismes parentaux, de ces chaînes là qui sont à nos pieds et qui font que que dans nos relations on a tendance à agir systématiquement d'une façon et à même plus s'en rendre compte des fois à un moment donné quoi. De se laisser marcher dessus ou de plus se faire respecter ou enfin je sais, ça peut prendre mille et un visages mais l'idée c'est ça quoi. Donc c'est formidable et en même temps ouais c'est hyper remuant. C'est très épuisant psychiquement parce que ça nous demande beaucoup de ressources. Donc c'est pour ça que effectivement les exercices comme les petits bonhommes allumettes qui a été énoncé tout à l'heure, bah oui, ça aide parce que là ça va travailler du côté énergétique et on en a besoin quoi. Bah oui, il y a beaucoup de libération. Ah non, mais ça c'est une certitude, il y a énormément de libération à venir. Énormément et parce que c'est nécessaire et il y a vraiment, je vais même aller plus loin, non seulement elles vont arriver mais en fait on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire je vais peut-être choquer un petit peu en disant ça mais c'est presque comme si là pour le coup on n'avait plus franchement de libre arbitre quoi. Comme si on était arrivé à une heure et à une ère tellement grave, mais pas grave dans le sens importante, qu'en fait on n'a pas le choix
On n'a pas le choix. On a besoin d'être frères là. Et comme on a besoin d'être frères, bah il va falloir faire les choses en fonction de ça. Et du coup nous libérer beaucoup de nos blessures. Mais ça va demander beaucoup d'honnêteté envers soi-même. Et c'est ça qui est le plus difficile en fait. C'est pas franchement le travail. C'est d'aller mettre de côté notre ego, mettre de côté tout ce qui nous a blessés, reconnaître qu'on a pu avoir tort, reconnaître que c'est pas forcément l'autre le coupable uniquement de mes malheurs, mais que bah j'ai ma part aussi, et que voilà, c'est pas simple, mais c'est formidable. Enfin, je peux pas ne pas le dire, ça. Je peux pas ne pas le dire. Mais j'aime bien équilibrer. Et oui, c'est formidable, mais en même temps, bon, faut passer par un moment où c'est un petit peu, ça pique un peu, c'est pas forcément très agréable. Et le miroir, il est pas forcément, voilà, des fois, il est violent. Enfin, je veux dire, vraiment, je crois pas que le mot soit trop fort. Des fois, le miroir, il est violent. Quand on se rend compte que on porte une violence en nous similaire à celle qu'on a connue, par exemple, dans notre enfance, ben le miroir il est très violent en fait. Mais genre même le mot violent là, je le trouve pas assez fort. Voilà, c'est carrément la claque de ta vie que tu te prends dans la tronche, quoi. Je veux dire, c'est tout ce que tu auras essayé, tout ce à quoi tu auras essayé d'échapper dans ta vie. Tu te rends compte que tu l'es un peu. Et là, t'es obligé, à un moment donné, de non seulement de te remettre en question, bah, de l'accepter, de guérir, de te dire, ok, d'accord, voilà, mais c'est factuel, et ça fait mal, c'est hyper difficile à reconnaître. Et voilà, mais c'est hyper nécessaire parce qu'il y a que en le reconnaissant que on dit souvent reconnaître ta part d'ombre, bah c'est ça en fait. C'est reconnaître les pires aspects de nous, même ceux qu'on n'aime pas. Et en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on les a empruntés ces chemins? Pourquoi est-ce que ça nous a autant pourquoi ça s'est autant ancré dans notre ADN finalement, tu vois, ce truc de violence en fait. C'est hyper important. Et encore une fois, la violence, je veux dire, elle a plusieurs formes. Il peut y avoir effectivement, j'ai connu de la violence physique enfant, donc du coup, ou de la violence verbale, ou tu vois, être un peu poussé comme ça, ou même humilié, et c'est des choses que voilà, tu vas être amené à reproduire. Mais il y a des violences beaucoup plus sourdes. Enfin, je veux dire. Encore une fois, le rejet, juste la blessure de rejet simple, juste en passant par les mots, ou alors ne pas accepter un enfant pour ce qu'il est pour ce qu'il est, quoi. Je veux dire, au fond de son être, bah c'est aussi violent qu'un coup, quoi. C'est aussi violent qu'un coup, et c'est pas, c'est comment dire. Ça c'en est pas moins violent, c'en est pas moins violent, c'est juste une violence qui a une autre forme et qui va être vécue et ressentie autrement. Mais pour moi c'est la même chose, et je vois tellement de gens autour de moi, c'est ça. Bah de toute façon c'est clairement ça. On est vraiment de cet ordre-là. On est sur une blessure inscrite dans l'ADN, dans les cellules, puisque c'est vraiment des échos mémoriels cellulaires très forts. Et forcément, enfin, j'ai envie de dire aux gens, en fait, comment vous voulez vous en débarrasser comme ça? Genre, bien évidemment que c'est le travail de toute une vie. Déjà, enfin, pour moi, faut commencer par se le dire, en fait. Juste, ok, je vais travailler cette blessure toute ma vie. Je vais juste la travailler sous des angles différents. Parce qu'effectivement, tu l'étudies pas de la même manière quand t'as une relation d'amour à 25 ans, que quand après, cette blessure, elle va s'exprimer dans ton rôle de mère, à 35, et elle s'exprime encore différemment si j'ai 40 ans et que je suis en pleine explosion de ma carrière. Enfin, je donne des exemples à la con, hein, mais voilà, l'idée c'est ça. Donc ça met du temps à travailler, et c'est pas grave en fait. Ça veut pas dire qu'on est nul en fait. Souvent c'est marrant parce que
et encore une fois, je m'inclus, hein, à chaque fois quand mes observations, je m'inclus toujours, je suis mon premier objet de recherche, et des fois je me suis fait cette réflexion de me dire, mais en fait, parfois le développement personnel, c'est un peu comme si t'étais en classe, tu vois, et faut que tu sois la première, tu vois. Ouais, j'ai travaillé ça, voilà, et t'es toute contente, et c'est bien d'avoir travaillé ça, mais c'est un peu débile parce qu'en fait on peut pas comparer l'école de la vie et l'école, enfin l'éducation nationale, quoi. Je veux dire, à un moment donné c'est pas pareil, donc parfois on peut avoir des attentes envers nous-mêmes en mode c'est bon, j'ai guéri, j'ai capté le truc, et du coup voilà, désolée, je joue avec je peux pas m'en empêcher de jouer avec mes mains. Du coup voilà, c'est des choses qui durent dans le temps, mais qui prennent des formes différentes. On revit jamais les choses sous le même, je veux dire, sous le même trait, quoi. C'est ça, en prendre conscience, c'est déjà un gros taf, de fou, puisque déjà si on prend l'ensemble de la planète, il y en a quand même un paquet qui le voient pas. Donc voilà. Alors je parle pas nécessairement de la dépendance affective, hein, mais de leurs blessures. Effectivement, tout le monde n'en a pas conscience. Et après, faut déconstruire. Et déconstruire finalement, c'est. Je vais pas dire que c'est que de la méthode Coué parce que ça sera un peu facile, mais franchement, c'est de la persévérance et du déconditionnement permanent au quotidien, vraiment. Ça demande une observation de soi qui est vraiment très forte. Pour le coup, là, je vois pas d'autre solution puisqu'il faut se déconditionner. Donc pour se déconditionner, il faut voir à chaque heure de chaque jour, de chaque journée, là où on a un positionnement qui n'est pas juste envers nous-mêmes. Il y a pas d'autre solution en fait. Parce que c'est pas juste une relation, c'est qu'il y a un positionnement dans ma vie tout entière qui n'est pas le bon. Je ne suis pas au centre de ma vie. Je laisse donc à chaque fois que il se passe une situation dans ma vie où je laisse passer l'autre avant moi, ou alors je sais pas, où je suis dans une relation amoureuse et je quémande quelque chose, ou enfin voilà, retranscrire en fonction de toutes les situations. Faut dire ok, d'accord, alors là je fonctionne comme ça, d'accord, cette situation là il m'a dit ça, ça m'a fait ça, j'ai ressenti ça, d'accord, et pour chaque situation de la journée, je veux dire vraiment, tu vois. Alors, en tout cas, les événements marquants, parce que bien évidemment, pas quand t'es avec ta caissière, mais je veux dire, les événements marquants. Pas seulement les crises, pas seulement les moments où ça explose dans nos vies. C'est pour ça que je dis ça, c'est dans le quotidien. Parce qu'en fait, la dépendance affective, je la visualise presque comme un poison, quoi. Ça, tu vois, ça s'immisce comme ça, puis tu sens pas que ça s'immisce, et voilà, quoi. Donc ouais, déconstruire, c'est hyper important. S'observer beaucoup, et à chaque fois qu'on s'observe, se pardonner. Parce que en fait, ça a été dit tout à l'heure, mais il y a effectivement beaucoup de pardon à s'accorder. Et pour qu'on puisse s'accorder ce pardon, il faut véritablement... Il y a une ouverture du cœur à faire. Alors, ça m'a beaucoup posé question, cette expression d'ouverture du cœur, ces derniers temps, parce que je me rends bien compte à quel point elle est pas satisfaisante quand on n'est pas bien, quand on vit ce genre de problématique. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois de le dire aux gens, parce que je le ressens très profondément, mais de bien voir que parfois on est tellement malheureux, on a tellement souffert qu'en fait l'ouverture du cœur c'est presque un gros mot, quoi. Je veux dire, et pourquoi? Parce qu'en fait les personnes, elles ont trop peur de souffrir. Cette ouverture du cœur, en fait, schématiquement, juste au niveau du chakra du cœur, elle ne peut vraiment se faire que lorsque j'accepte pleinement d'aimer, en acceptant que l'autre puisse me blesser, en fait. Et ça,
l'autre, encore une fois, peu importe qui est cette personne, ça peut être mon conjoint, mais ça peut être mon enfant, ça peut être voilà. Il y a beaucoup de situations en fait dans nos vies où on ne vit pas pleinement l'amour et on laisse justement les échos mémoriels s'installer parce qu'en fait on se protège. Mais sauf que à chaque fois qu'on essaie de se protéger, très souvent, en fait on se fait beaucoup plus de mal que de bien. Parce qu'on se protège encore une fois à travers le filtre de la blessure et non à travers le filtre de la paix, en fait. Donc il y a des personnes qui diraient que c'est la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre, etc. Moi, clairement, je n'aime pas cette formulation et je ne veux pas l'utiliser parce que je la trouve culpabilisante. Et même si elle est vraie, hein, factuellement, elle est vraie. Je veux dire, je peux pas, enfin, c'est pas, j'essaie pas de réinventer un système. Elle est vraie. Mais dans un travail d'accompagnement, dans un travail de développement personnel, je trouve que parfois elle est contre-productive et qu'elle peut être très culpabilisante pour les gens. De se dire bah ouais je me fais ça parce qu'en fait je vibre pas comme ça et alors qu'en fait c'est vachement plus compliqué que ça. C'est vachement plus compliqué que ça, à mon sens en tout cas. Enfin c'est ma manière de voir les choses. Donc du coup voilà. C'est un comment dire, ce schéma de déconstruction, il se fait, je trouve, beaucoup plus facilement quand on a cet effet miroir, parce que parce qu'il y a des moments dans la vie où en fait tout simplement, de manière très courte, on a besoin de l'autre pour nous aider à déconstruire, pour aller bah c'est bête hein, mais pour aller venir révéler ce que nous on n'ose pas aller regarder. Parce qu'en fait quand on bloque vraiment sur ce type de schéma, qu'on est là à se dire je m'en sors pas, j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à me libérer de ça, qu'est-ce qui se passe, et qu'on se tape la tête contre les murs, en fait c'est qu'il y a un endroit à l'intérieur de nous qui a trop peur, mais qui est terrifié quoi. Cette part de nous, elle est tellement terrifiée bah qu'en fait, elle a complètement tout bladé à l'intérieur. Donc la réponse qu'on serait censé aller chercher, bah je veux dire en temps normal, genre on la cherche, on la laisse remonter et tout va bien. Bah là, il y a une part de nous qui dit bah non, en fait. Tu vois, comme une part de nous qui ferait grève un peu. Genre en mode vraiment, non, non. Tu vois, l'inconscient... l'inconscient, le subconscient, ils sont quand même vachement bien faits. Et encore une fois, c'est pour ça que je parlais du cerveau dans la vidéo sur la dépendance affective, mais le cerveau est vraiment bien fait. Parce qu'il se protège de lui-même, en fait. On a même pas besoin d'envoyer des informations conscientes à notre cerveau, genre en mode vas-y, protège-toi. Il le fait de lui-même. Donc, il fait les choses par instinct en fait. Et par instinct, bah, on va beaucoup se préserver, on va beaucoup se protéger et on va beaucoup ne pas laisser les autres s'approcher ou comprendre. Et surtout nous, quand on a envie d'avoir la clé en se disant vas-y, je vais me libérer. Parce qu'encore une fois, c'est bête, mais ça fait peur de changer. Ça fait très peur de se déconditionner. Ça fait très très peur de modifier ses comportements quand on a toujours fonctionné sur un mode en fait. C'est ça le truc, c'est ça qu'il faut bien se dire. C'est que là, quand on travaille sur la dépendance affective, c'est qu'on décide de lâcher un truc mais qui a été encodé depuis genre hyper longtemps. Donc en fait, tu vois, c'est lourd, c'est pesant et on sait que ça va prendre du temps. Donc c'est pas simple quoi. Faut être coton. Faut être coton. Et je pense que c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils en arrivent à ce moment-là justement, bah effectivement ils décident de se faire accompagner. Ils vont voir un psy, parce que en fait ils cherchent une réponse quoi. Il faut qu'il y ait cet effet miroir parce que sinon on peut pas en fait, ça vient pas tout seul quoi. Parce que c'est des zones qui sont vraiment difficiles à regarder et parce qu'elles sont ultra douloureuses. Mais vraiment, j'insiste beaucoup sur la douleur parce que dans la dépendance affective, il y en a énormément. Il y a énormément de souffrance, il y a énormément de tristesse, il y a énormément de colère, il y a énormément de sentiments d'injustice, il y a énormément de peur d'être abandonné, il y a énormément de peur d'être rejeté. Et ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Vraiment. Parce que... ben, là pour le coup c'est carrément l'enfant intérieur, mais c'est vrai que ouais c'est que des petits enfants qui pleurent quoi.
Donc ça reste à chacun de prendre son enfant intérieur tout contre son cœur, vraiment, et de dire ok, allez viens, on va guérir parce que là il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas et on peut pas on peut pas se bousiller la vie en fait. C'est pas possible. C'est pas juste. Il y a rien sur terre qui mérite ça. Donc on doit se libérer, on en a besoin pour les générations futures aussi, pour ceux qui ont des enfants. Ouais, exactement. Ouais, c'est très bien dit, Pauline. Vraiment. Il faut être ok avec le fait de faire un pas en avant et deux en arrière. Bah grave. Ouais, grave. Mais c'est de l'ego, hein. La dépendance affective, on est beaucoup confronté à l'ego en fait. Quand on travaille la dépendance affective, énormément. C'est l'ego et le surego en général. Parce que on travaille aussi beaucoup le sous-ego en l'occurrence, puisque très souvent c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous qu'on est comme ça en fait. On se sent pas assez capable de répondre à nos besoins nous-mêmes. Je veux dire, si j'ai peur qu'un mec il s'en aille à tout prix, c'est qu'à un moment donné à l'intérieur de moi je suis pas bien toute seule quoi. Alors que en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un? Oui, j'ai besoin de partager quelque chose à... Ah non, non, j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un, je n'ai pas besoin. J'en ai envie. J'en ai pas besoin. J'ai besoin de personne factuellement dans la vie, en fait. Mais quand je dis cette phrase, c'est pas de l'ego. Bah, c'est le schéma. C'est le schéma et c'est vrai qu'il fait partie ce fonctionnement-là. C'est normal et c'est ok d'arriver à se détacher, mais d'y retourner, c'est mieux pour se détacher de nouveau. Bah oui, ça fait totalement partie du schéma et effectivement, ça fait partie du processus, donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui peuvent le vivre. Alors après, ça sera très dépendant des personnes, parce qu'en fait cette zone, elle est justement en lien avec ce laps de temps où finalement on peut en arriver à arriver à ce point de rupture là où on en a marre en fait, juste. On en a marre. Donc oui, totalement, enfin, c'est ok et de toute façon ça fait partie du processus. Il n'y a pas beaucoup de relations. Vous avez gros mots. Notre chat qui s'incruste, qui a envie de venir. Donc voilà. Donc voilà, c'est à mon sens un doux cadeau qu'on est en train de s'offrir à tous et de vivre aussi parce qu'on le vit de toute façon, on l'expérimente déjà. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette et ce travail-là, quand on l'entame en ce moment, on ne peut que être récompensé en fait. Il peut que y avoir une profonde libération parce que parce qu'en fait c'est dans les clous des énergies quoi. Donc du coup voilà. Mais oui moi ce que je note surtout c'est la souffrance. C'est la souffrance qu'il y a derrière et c'est une souffrance qui je crois a vraiment besoin d'être écoutée. Vraiment, vraiment beaucoup besoin d'être écoutée, d'être comprise, d'être entendue et d'être accueillie aussi, surtout, d'être accueillie, de pouvoir avoir un espace thérapeutique où on peut dire à quelqu'un je me sens fragile et j'ai peur d'être seule, j'ai peur qu'on m'abandonne. Oui, notre chat s'appelle Gromo, oui. Gromo. Oui. Oui. C'est pas moi qui l'ai intitulé comme ça. Mais c'est son nom. Et mais vous allez arrêter de m'interrompre avec des conneries. Après, je perds mon fil et puis je sais plus ce que je dis. Répétez-moi ce que je dis parce que je me suis perdue encore. Ou posez-moi des questions, je sais pas. En même temps, je vais regarder l'heure parce que moi, je peux parler 10 ans, donc oui, déjà, voilà, ça fait déjà 1h15 que je parle. Donc voilà, il faut vraiment que je regarde l'heure parce que c'est compliqué sinon. Je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été claire? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été évoquées, dont vous auriez peut-être aimé que je parle? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en fait, parce que du coup là, je me suis un peu laissée à l'intuition en fait depuis tout à l'heure. C'est pour ça que peut-être ça peut paraître décousu, parce qu'en fait
je réfléchis pas, c'est très spontané là, donc voilà. N'hésitez pas à me faire un retour. Voilà. Mais on va y arriver, hein. C'est ça qui est cool, c'est qu'on va y arriver, vraiment. On va y arriver et on va pouvoir être beaucoup plus légère. Et puis pour nos enfants, enfin vraiment, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool pour les générations futures et puis pour le collectif, vraiment, parce que quand on voit dans je suis un petit peu fatiguée. Quand on voit ce qu'on vit au quotidien, je me dis que il y a besoin. Il y a besoin là qu'il y ait des choses qui s'arrêtent et que ça aille mieux. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai pas de questions. Moi je pense vraiment avoir fait le tour là de ce que je voulais évoquer sur la dépendance affective. Parce que voilà, je crois. Se créer une bulle de sérénité, ouais. Pour pouvoir libérer sa souffrance et sa peur. Bah c'est clair. Vraiment. Faut être en capacité à accueillir sa vulnérabilité en fait. Et c'est très très dur. Et c'est très le moment et ça va s'intensifier de plus en plus parce que c'est nécessaire. Donc ça on va le vivre collectivement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un mouvement collectif. On va être amené à se sentir de plus en plus vulnérable pour être en capacité d'accueillir cette vulnérabilité. Donc j'ai presque envie de dire si j'avais un conseil en ce moment pour les énergies du moment, ce serait vraiment de pas hésiter à se laisser aller en fait, à pleurer, mais pas forcément genre juste dans son lit le soir quand on est seul, mais de partager des moments de vulnérabilité avec les gens en fait, pour que justement il y ait davantage d'honnêteté. Alors bien sûr qu'il faut bien choisir les gens, hein, avec qui on le fait, parce que bien sûr que ça pourrait créer des blessures sinon, mais je veux dire à partir du moment où votre cœur il a validé votre âme a validé une personne, allez-y quoi, enfin je veux dire n'hésitez pas à partager vos ras-le-bol, vos moments on a besoin en fait on a besoin de comprendre les uns les autres qu'on traverse tous les mêmes choses en fait et qu'on est tous similaires et que du coup en fait c'est les mêmes choses qui nous traversent tout simplement, et notre ego nous empêche beaucoup de faire ça en fait, parce qu'on se dit non, je vais pas dire ça, je vais pas le verbaliser comme ça, je vais pas montrer que j'ai peur, je vais pas, mais ça c'est de l'ego, je veux dire à aucun moment donné c'est la raison. Tout. Ah, mais comment... Ah, voilà, pardon. Je suis obligée de remonter un peu. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. T'écoutes, fait énorme. C'est trop mignon. Merci beaucoup, ça me touche. De fou. Accepter qu'on ait des failles. Pourquoi tu veux pas glisser? Moi, les technologies, c'est toute une histoire. Accepter qu'on ait des failles qui peuvent se rouvrir si on ne fait pas attention à nous. Exactement ça. Oui. Et de se reblesser, et de se refermer, du coup, parce qu'on s'est reblessé. Du coup, quand on travaille sa dépendance affective, on se libère. Attends, du coup, quand on travaille... non. L'équilibre du couple n'est pas perturbé, justement. Quand on travaille sa dépendance affective et se libère, quid du conjoint, l'équilibre du couple est perturbé. Bon, gros mot, t'es mignon, mais y a des limites quand même. Non, à mon sens, non. Si le travail est bien fait. Alors elle paraît bizarre cette formulation, je vais essayer d'en trouver une plus appropriée. Faut que ce travail il soit fait avec beaucoup de recul en fait, pour qu'il n'y ait pas trop d'ego qui interfère. C'est ça que je dis par bien fait. Mais si l'ego n'interfère pas trop, le couple normalement n'en sort que grandi. Pour la bonne et simple raison qu'en fait dans toutes nos relations, si on se repositionne,
ben l'autre, en fait, par attraction, il va tu vois, si toi tu te remets à ta place, et ben hop, la personne elle se remet à sa place. Et du coup là, ça devient fluide. La fluidité énergétique se fait dans le couple. Donc pour moi, si le travail est plein et entier sur la dépendance affective et qu'on n'est pas, il n'y a pas trop d'ego pour venir, tu vois, soit cacher des zones, soit de surego. Tu vois, parce que c'est la tendance en fait après dans le couple, c'est avoir du surego et il y a beaucoup. Pardonnez-moi les filles, je suis girl power et tout, mais il y a beaucoup de... Et là, je parle pas de toi là qui m'a posé cette question, hein, je parle en général. Il y a beaucoup de surego chez les femmes, en couple. Énormément. De fou. Je veux dire, à chaque fois qu'on regarde nos mecs et qu'on se dit... putain, mais il comprend pas, quoi. Je veux dire, il comprend rien, tu vois. C'est vrai, mais c'est quand même de l'ego. C'est quand même du surego. Donc on n'est pas juste. Tu vois, quand on est comme ça. Je parle de moi, hein, avant d'aller parler des autres. Bah, c'est pas correct. On n'est pas juste parce qu'en fait, encore une fois, nous on l'a compris intellectuellement, mais c'est pas pour autant qu'on l'a guéri le truc. Donc, tu vois, notre surego il a pas vraiment sa place en fait, puisque on galère autant que eux en fait. On n'est pas, tu vois, on n'a pas un gène. Supersonique. Alors oui, si, parce qu'on est des énergies, on est plus sensible, on est plus compréhensive, on a plus d'empathie. Enfin, compréhensif, ça dépend. Mais on a plus d'empathie, on est plus ouverte à ces choses-là. Mais il y a énormément de surego et comme le yin a tendance à travailler vachement sur elle, à décortiquer tout le pourquoi du comment, et que l'énergie yang elle est effectivement vachement plus dans l'action, dans le je fais, dans voilà, que c'est comme juger deux fonctionnements énergétiques en fait, ça n'a pas beaucoup de sens en fait, parce que le problème vraiment entre le yin et le yang, entre l'homme et la femme, si je caricature, c'est qu'on n'arrive pas à être complémentaires en fait, c'est qu'on est on est dans une guerre d'ego, genre tu vois, non c'est moi qui sais, non c'est moi qui sais, non. Mais ça sert à rien, enfin je veux dire, le but c'est qu'on a deux fonctionnements très différents et on est censé taffer ensemble, quoi. C'est, tu vois, donc et trop souvent on essaie, les mecs ils essaient de faire en sorte qu'on fonctionne comme eux et nous on essaie de faire en sorte qu'ils fonctionnent comme nous, mais ça peut pas marcher. Tu vois, c'est comme essayer de faire rentrer un carré dans un rond, ça n'a pas de sens en fait. Un rond dans un carré, bref. Donc voilà, juste pour répondre à cette question, non, normalement, si le travail est juste, au contraire, ça aide beaucoup, beaucoup le couple et ça aide beaucoup l'autre, en fait. Ça aide énormément ton autre parce que lui, ça lui donne une opportunité de comment dire, ouais, de prendre ses responsabilités. Wow, 22h22, c'est beau. Bah, très belle nuit à toi. Et moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, Moucha, s'il te plaît, pousse-toi. Mais ça, c'est important, parce que ce repositionnement-là dont je parle, il n'est pas valable que dans le couple, il est valable pour toutes les relations. Dès lors qu'on se repositionne avec nos parents, par exemple, sur une relation de dépendance affective, nos parents aussi, si on n'est pas dans... Alors, quand je dis on n'est pas dans l'ego, je parle bien d'équilibre, parce que on est toujours dans l'ego. C'est impossible d'enlever notre ego. Notre ego, il est là, il fait partie de nous, il est positif. Si on n'avait pas d'ego, pour beaucoup, on serait mort. Donc, à un moment donné, l'ego, il est bon. Par contre, on doit sans arrêt, tous les jours de notre vie, normalement, ça devrait être le travail de chaque être humain sur cette planète, tous les jours de notre vie, on doit se demander si on est en sur ou si on est en sous. En fait, c'est aussi simple que ça. Tous les jours de notre vie, on devrait se poser cette question. À partir du moment où on se pose cette question, en fait, on se positionne dans nos relations. Tu vois, là, dans ma relation, je suis en sous-ego. Ok, ça va pas. Je rectifie. Et on le fait pas assez. Pourquoi ? Parce que l'ego, il se protège. La seule... Enfin, je veux dire, c'est son seul moyen, je veux dire, c'est de se protéger. Il faut qu'il se protège à tout prix. Il faut qu'il évite la douleur. Et voilà, et c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Il y a par moment, pendant des années, on va être sourd à une problématique parce qu'on a besoin de se protéger. Et c'est bien de se protéger. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller tous fouiner dans notre vie si on n'en a pas envie, en fait.
Je dis juste que quand ça nous rend malheureux, quand vraiment profondément ça nous rend malheureux, c'est qu'il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose, il est temps de modifier et de changer le paradigme, en fait, tout simplement. Quand ça nous rend malheureux, quand ça rend malheureux l'autre. Mais c'est assez, c'est quand vraiment ce déclic intérieur il se fait, c'est quand même assez magique ce qui se passe. Et encore une fois, tout est une question de positionnement. Et comme les choses sont bien faites et que tout est énergie, après c'est l'énergétique qui va prendre le dessus et qui du coup va finaliser le processus, en fait. J'ai presque envie de dire. En tout cas, bon, c'est comme ça que je le perçois. Mais je suis pas une énergéticienne non plus, donc ça peut peut-être jouer dans mon analyse. Mais vraiment, donc les choses sont très bien faites. Et ce repositionnement-là, il se fait dans toutes les relations. Les relations parents-enfants, de toute façon, ça peut que se faire pas à pas. Hein. Ça ne peut que se faire pas à pas parce que c'est des choses qui sont tellement profondes et qui sont parfois tellement douloureuses que qu'on a besoin d'y aller étape par étape, de se prendre par la main et d'y aller en douceur. Et puis avec beaucoup de compassion, parce qu'encore une fois, vraiment, hein, j'insiste ce soir parfois sur certaines choses, mais quand j'insiste, c'est que ça me paraît vraiment important. Et ça me paraît vraiment important parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui négligent complètement la douleur et la souffrance derrière leurs blessures, en fait. C'est-à-dire que les gens sont tellement habitués à être forts, sont tellement habitués à être résilients, parce que c'est ça en fait, c'est parce qu'ils ont été résilients. Et la résilience, c'est une très bonne chose, ça sauve des vies, donc voilà, c'est une très bonne chose. Mais quand on est très tôt résilient, ou quand on est très facilement résilient, parce qu'il y a des gens qui ont des capacités de résilience extraordinaires, il y a un processus qui arrive très souvent, en fait, c'est le fait que c'est le fait que comment dire, je prends le temps de bien choisir mes mots parce que c'est important. Quand on a été très résilient, on va avoir tendance à avoir trouvé beaucoup d'explications. Justement, aux blessures de l'autre, au pourquoi il nous a fait du mal, au pourquoi il souffre, surtout au pourquoi il souffre. Du coup, comme la majorité du temps, c'est des personnes sensibles qui vivent ça, du coup elles sont dans la compréhension, elles sont dans la compassion. Du coup, elles rentrent dans l'énergie de la servante ou de l'infirmière et elles prennent soin et elles se posent pas la question finalement de ce qui se passe chez elles, du pourquoi à un moment donné elles ont besoin d'être une infirmière. Pourquoi à un moment donné j'ai besoin d'aller guérir l'autre quasiment au péril de ma vie, sans trop exagérer. Hein. Vraiment, il y a quand même des moments intérieurement où on en est là. Au péril de ma vie, je vais aller sauver l'autre. Alors que finalement, j'arrive pas à me sauver moi-même. C'est ça la vraie vérité, en fait. C'est que j'arrive pas à me sauver moi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'aller sauver l'autre? Enfin, je veux dire, si on regarde vraiment la situation, tu vois, sans ego, en se regardant, je parle pas de jugement, parce que en fait, tout est ok. Mais on se regarde et oui, oui. Mais en fait, moi je crois fortement aux claques d'ego. Je veux dire, les claques d'ego, ça fait du bien dans la vie. On en a besoin. On en a besoin parce qu'elles font avancer. Et que très très souvent, en fait, on va avoir, on se donne le beau rôle, très très facilement. Et c'est pas grave, Et il y a des moments où on l'a le beau rôle, mais voilà, c'est toujours plus facile d'aller chercher chez les autres que chez nous-mêmes. Hein. C'est voilà, et c'est ok. Enfin, je mets pas de jugement, hein. Vraiment, j'en mets pas parce que ça nous arrive à tous et c'est normal. Et je crois qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître que ça nous arrive à tous, d'être dans le surego, de prendre l'autre de haut en disant putain mais t'es vraiment trop con, t'as rien compris, alors qu'en fait c'est peut-être nous qui avons pas compris grand-chose. Enfin, je veux dire, moi, avec du recul sur certaines relations, je me suis rendu compte que tout aussi connard que je pensais que le mec il était, il m'avait dit les choses en fait. Il m'avait dit les choses à sa manière, mais j'avais pas voulu l'entendre.
Et enfin, ça peut paraître étrange le message que je veux passer autour de la dépendance affective, mais pour moi vraiment travailler la dépendance affective, ça veut avant tout et surtout dire avoir une honnêteté avec soi-même vraiment très profonde, quoi. Je pense vraiment qu'il faut être capable d'avoir ce dialogue intérieur, d'avoir ce dialogue en toute honnêteté et sincérité sur hey, oh, ouais, t'es parti où là, tu vois, c'est parce que dans la dépendance affective, on a les trois rôles. On est victime, on est bourreau, on est sauveur. On a les trois rôles. C'est pas genre on est juste victime ou on est juste sauveuse. On a les trois rôles. Quand t'es dépendante affective et que t'attends de l'autre beaucoup de réassurance, mais tu lui fais peser une responsabilité de taré sur lui. Enfin, sur lui ou sur elle ou peu importe la personne qui est en face, mais c'est une responsabilité complètement folle sur quelqu'un, je veux dire. Quand tu mets l'autre responsable de ton bonheur, tu vois, ou de ta sérénité, ou de ta paix intérieure, l'autre, il a une pression de taré. Je veux dire, il arrive même pas tu vois, je sais pas, à régler ses propres problématiques et il faudrait qu'il soit responsable du bonheur de quelqu'un. C'est lunaire. C'est lunaire. Ou une personne qui a un problème d'engagement. C'est souvent c'est des couples comme ça. Si je schématise, hein, pardon, mais des fois ça fait du bien. Une fille, elle sort avec un mec, il a un problème d'engagement et elle a un problème de dépendance affective. Bah oui, bah, c'est l'explosion assurée parce qu'à un moment donné, bah, elle va être en quête permanente. Enfin, c'est pas dépendance affective, je voulais dire, mais elle a besoin de réassurance. J'ai besoin de câlin, j'ai besoin que mon mec il soit là tout le temps, j'ai besoin que et je ne juge pas quand je dis ça. Bah oui, mais à un moment donné, si l'autre, du coup, il a peur de l'engagement, en fait, comment veux-tu qu'il ait pas peur tout court? Il peut qu'avoir peur, puisque toi, ta demande, c'est qu'il soit tout le temps là. C'est complètement lunaire, en fait. Et c'est normal que, du coup, ça frite, en fait, parce que c'est deux blessures qui se répondent. Et c'est pareil pour toutes les relations. Surtout que quand on est dans une quête de réassurance, ça se sent. L'autre le sent, le ressent en fait. Il n'a pas forcément besoin qu'on le verbalise parce qu'on a des attitudes, on a une énergie, on envoie certaines choses qui nous mettent à une place, quoi, qui nous mettent à une certaine place. Donc du coup voilà, je trouve ça passionnant. Enfin, d'ailleurs, je vais re-regarder l'art parce que je crois vraiment que je peux en parler très très longtemps. Ça va, ok, 22h32. Voilà, je sais pas, dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Cela dit, enfin, je trouve que on va en profondeur là ce soir. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais comme je suis un peu en spontané là, j'avoue que j'ai du mal à me repérer. J'espère que ça sera cohérent dans le fil de la conversation en replay. Mais ouais, moi c'est un sujet d'étude passionnant pour ma part. Donc voilà. Voyez, voilà. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on en reparlera. Enfin voilà. Mais moi, je reste persuadée que la dépendance affective, elle est intéressante à discuter autour de situations concrètes, en fait. C'est aussi pour ça que moi, je suis très demandeuse que les gens parlent, en fait, hein, parce qu'il y a que le témoignage, en fait. Preuve en est ce soir, hein. Je suis juste en train de témoigner, en fait, d'une certaine façon. C'est tout. Et ça parle et ça résonne et c'est important. C'est important que les gens arrivent à parler, quoi, à dire, à verbaliser les choses. Voilà. Je suis comme tout le monde, donc il y a pas de, tu vois, il y a pas de raison. Et ça me fait souvent sur les réseaux, c'est difficile, je trouve, d'entendre les témoignages des gens. Et mais je comprends, hein. Là encore, il n'y a pas de jugement parce que
j'ai mis du temps à en venir là en fait, j'ai mis aussi du temps à témoigner en fait, donc du coup je ne juge absolument pas, je comprends totalement, mais du coup je ne peux que encourager les gens à le faire aussi, c'est obligé, parce que je sais aussi à quel point c'est salvateur de voir qu'on, pas qu'on est plusieurs à souffrir du même truc, mais que finalement on n'est pas tout seul, et que moins on se sent seul, et aussi plus c'est facile de guérir, parce qu'on se dit bah si l'autre il s'en est sorti, bah ça veut dire que moi aussi je peux y arriver, je suis pas, tu vois, je suis pas la dernière des teubés, je peux le faire quoi. Donc voilà, je trouve ça important. Ah, ça c'est un autre sujet que j'adore. Oh là là, mais non, mais Laurence, tu viens de nous mettre dans la merde là. Non, mais tu sais quoi, la peur de l'engagement, j'en ferai une autre vidéo. Je vais te répondre, mais j'en ferai une autre vidéo parce que c'est un sujet d'étude aussi que j'adore. J'adore parce qu'il se présente chez les hommes comme chez les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est pas que chez les hommes, il est aussi chez les femmes. Et il est chez les femmes sous ce mécanisme de mimétisme et de fuite vers l'avant, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est très très intéressant. Ouais, bah il peut y avoir les deux. Pardon, je recommence. Il peut y avoir la peur du rejet ou de l'abandon. Et où d'ailleurs, en fonction des histoires. Et surtout quand on a peur de l'engagement, enfin les gens qui sont vraiment une peur vraiment, ouais, il y a quelque chose qu'ils veulent pas passer. Bah c'est en fait pour moi c'est la peur complètement opposée à la dépendance affective en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Parce que pour moi c'est la peur opposée, c'est-à-dire que c'est le truc qui va faire que surtout je ne laisserai personne, mais alors personne rentrer dans mon cœur. Mais quand je te dis personne, c'est personne en fait. Et la dépendance affective c'est tout le contraire. La dépendance affective c'est j'ouvre, mais alors j'aime la terre entière, j'ai le cœur grand comme une montgolfière justement. Je suis voilà, je donne, je te donne chérie, je vous donne, je donne. Et je m'accroche, tu vois, il y a ce truc-là aussi, ce mouvement-là, j'ai besoin, tu vois, voilà. Et la peur de l'engagement, quand elle est très forte, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est je tiens à distance, je maîtrise, je contrôle, je ne laisse rien passer, je déciderai quand je te verrai, je déciderai quand on vivra ça. Voilà. Et effectivement, enfin, dans les relations amoureuses, c'est des trucs qui se résonnent énormément, mais effectivement d'une certaine façon on peut aussi envisager la dépendance affective comme une peur de l'engagement aussi en fait, parce que parce qu'en fait et alors ça c'est pareil, c'est pardon, excusez-moi les filles, mais c'est très féminin d'avoir envie d'être en couple et en même temps d'avoir terriblement peur c'est ouf, tu viens de finir ma phrase. Peur de la dépendance à l'autre. Il y a beaucoup de femmes en fait qui ont peur de se perdre dans le couple, qui ont peur et ça c'est des échos mémoriels. Alors ça par exemple, cette problématique là chez les femmes, c'est juste de l'écho mémoriel, c'est de l'héritage transgénérationnel, c'est tout. Vous cherchez même pas ailleurs, il y a pas à discuter pendant 800 ans du délire, c'est juste de l'écho mémoriel, soit collectif, c'est-à-dire soit d'un égrégore collectif réel, soit familial. Donc soit vous allez chercher chez vos mères, vos grands-mères, des histoires comme ça de femmes qui se sont perdues, hein, littéralement dans leur mariage, qui étaient complètement fondues à leur mari, sans aucune personnalité. Voilà, là vous aurez cet écho-là. Et alors là, c'est des femmes qui mettent beaucoup à distance, beaucoup. Alors encore une fois, attention, c'est
une question d'équilibre, hein. Il y a des femmes, elles ont une vie comme ça, mais ça leur convient. Je parle vraiment des gens à qui ça ne convient pas et à qui, qui sont malheureux, quoi. Donc voilà, bon, vous me direz, il y a aussi des gens qui font n'importe quoi et qui sont pas malheureux, mais bon, ça c'est encore un autre schéma. Bah oui, c'est exactement ça. Alors ça, c'est pour moi la dépendance affective, parce que ça peut être aussi ne pas faire rentrer personne par peur de devenir et peur de la dépendance à l'autre du coup. Voilà, alors pour moi c'est comment dire. C'est la blessure de la dépendance affective, mais quand elle a atteint un paroxysme trop fort. C'est-à-dire quand on est arrivé au point de t'auto-détruire. Voilà, littéralement, t'as décidé que c'est bon, allez, je n'ai aucune valeur, je suis un caca flottant, je ne vaux rien, donc allez-y, prenez mon corps, prenez mon âme, faites de moi ce que vous voulez. Et que voilà, et tu te rends compte de ça un jour, tu te lèves un matin et tu te dis, attends, qu'est-ce que voilà. Là effectivement, tu te fermes. Tu te fermes, tu laisses plus jamais rentrer, tu fermes la porte à double tour et tu te dis allez c'est bon, salut, tu retombes amoureuse, non ça va aller mince. Oui, forcément parce que c'est trop en fait, t'as été trop loin dans le processus, du coup tu sais pertinemment que si tu retombes amoureuse, si tu retombes là-dedans, en fait tu risques non pas pour le coup de mourir mais dans la matière parce que ça va t'achever, tu te relèveras pas. Donc bien évidemment que là il y a un mécanisme de ouf qui fait que c'est mort, je m'engage plus, j'y vais plus et j'évite la situation d'amour parce qu'en fait je ne sais pas la gérer. Je n'arrive pas à la gérer. Parce que moi, je donne tout et j'ai l'impression que l'autre, il me prend tout. J'ai pas l'impression qu'il me donne, j'ai pas l'impression qu'il m'aime, j'ai l'impression qu'il me prend tout, j'ai l'impression de me faire vampiriser en permanence. Mais en fait, c'est pas que l'autre... double mouvement, l'autre, il vampirise, mais à un moment donné, moi, toutes les portes, elles sont ouvertes, quoi. Je veux dire, toutes les vannes, elles sont ouvertes et je donne tout à l'autre et je donne toute mon écoute, toute ma compassion. Et je suis pas à la bonne place pour que l'autre travaille parce que tant que j'ai cette place là l'autre il peut pas enclencher son travail et je crois profondément et il y a plusieurs écoles, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi mais moi je crois profondément que c'est aux femmes de montrer l'exemple parce que c'est nous qui avons le matériel en nous pour le faire en fait. Ça veut pas dire que les hommes ils sont pas capables ou je sais pas quoi, ça veut juste dire que l'énergie yin elle est porteuse de ça. Donc pour moi, c'est aux femmes de montrer l'exemple. Pas d'accompagner un mec et de penser ses blessures et tu vois, mais c'est à nous de montrer le mouvement de libération en fait. À partir du moment où on montrera aux hommes le mouvement de libération, ils ne pourront que le suivre en fait. Vraiment. Par ce mouvement dont j'ai expliqué tout à l'heure. Si nous on se remet à notre place, eux ils vont se remettre naturellement à leur place. Mais c'est pas en leur martelant certaines choses à mon sens en permanence qu'en fait on les fait bouger, parce qu'en fait à chaque fois qu'on leur dit oui mais vous faites pas c'est ça, vous devriez faire ça, oui mais en fait eux ils réagissent pas tous de la même manière heureusement, mais alors il y en a qui vont rentrer dans le rang tout de suite et qui vont comprendre et qui voilà parce que effectivement ils viennent aussi de familles où il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de libération aussi de leur côté, ou peut-être ils ont eu beaucoup de femmes aussi dans leur entourage. Parfois ça aide les hommes à écouter davantage leur sensibilité, à être plus dans la compassion et dans l'empathie et dans l'ouverture aussi. Mais à mon sens, faut vraiment se rendre compte que les hommes, ils ont très peur. Vraiment. Je veux dire, s'il y a autant d'hommes violents, qui veulent pas s'engager, qui veulent des histoires pas sérieuses, c'est parce qu'il y a énormément d'hommes qui ont peur. Et un homme qui a peur, il va pas le dire. Parce que ça ne se dit pas, en fait. Parce que culturellement, encore dans notre société, ça se dit pas. Donc, en fait, il va se renfrogner, et il va continuer à être un connard, parce que il sait pas comment faire autrement. Il ne sait pas. C'est même pas genre, il y a des fois ils veulent pas, mais même s'ils avaient envie, ils savent pas. Ils savent pas. C'est trop loin de ce qu'ils sont, en fait. C'est trop loin de ce qu'on leur a appris. C'est trop loin de leur chair, en fait. Et ça veut pas dire
Et ça veut pas dire que c'est enfin, ce que j'essaie juste de montrer à travers ce raisonnement, c'est que tout n'est pas noir ou blanc, en fait. C'est juste ça, c'est que tout n'est pas noir ou blanc, et qu'encore une fois, faut penser en termes de blessure, et pas en termes de pouvoir, forcément, tu vois. Parce que en vrai, on est, nous aussi les femmes, on est dans une quête de pouvoir, et qui est pas forcément plus juste que celle des hommes, parce qu'elle est placée sous l'égide de l'ego, encore une fois. Merci beaucoup Pauline de ta présence, vraiment c'est trop gentil, ton retour il est trop gentil, merci. Et voilà, et la peur, je reviens juste sur la peur de perdre la liberté, parce qu'en fait c'est quand même quelque chose de vachement commun. On est complètement dans de l'éco-mémoriel, vraiment, on est complètement dans de l'éco-mémoriel. Et on peut que avoir de l'éco-mémoriel sur ce genre de choses, parce que on a été quand même sur des générations et des générations contraintes et forcées. Et alors pour peu que dans nos enfances en plus on ait eu des parents qui nous ont un petit peu sans forcément être maltraitants, hein, mais qui nous ont un petit peu dit le cadre, garde le cadre, tu vois, avec un truc, voilà. Ça peut être effectivement constructif, mais pas dans le bon sens, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Et la peur de liberté, elle est quand même très présente dans la peur de l'engagement. Et du coup, cette peur de l'engagement, elle se trouve vraiment chez les deux genres. C'est juste qu'elle s'exprime pas de la même manière, et souvent, comment dire, c'est ce que je disais, quoi. Je veux dire, les blessures, elles se répondent, hommes-femmes, elles se répondent de fou, quoi, de fou, et ce depuis plusieurs générations. Et je crois vraiment que ça va même au-delà des cultures. Au-delà des cultures, je crois qu'on discuterait peut-être avec des femmes marocaines sur nos relations avec les hommes. Et elles nous diraient peut-être la même chose, elles seraient peut-être agressées par les mêmes trucs, et les mecs auraient certainement les mêmes lacunes, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais je pense qu'on avancera dans ce monde qu'en nous mettant sur un pied d'égalité, déjà, tu vois, au lieu de la demander, l'égalité. Moi je serais plus partisane qu'on tout simplement qu'on considère qu'on est déjà sur une égalité de blessure, en fait, tu vois. On est déjà sur une égalité de blessure. Et de toute façon, on n'apprend pas aux hommes à être des hommes, on n'apprend pas aux femmes à être des femmes. C'est pas vrai. On nous apprend à faire du mimétisme. On fait du mimétisme en tant que femme. On nous apprend pas à être femme. Alors, bien évidemment, je mets en valeur, parce que ça fait des années qu'il y a plein de femmes qui essaient de faire bouger les choses, et qui essaient de faire réfléchir, et qui essaient de faire en sorte qu'on bouge sur ces questions-là. Mais n'empêche que dans notre quotidien, en tant que femme, on fait du mimétisme de nos schémas, et de nos relations, et voilà. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Je le fais. Voilà, tout le monde le fait. Et même si on en a conscience, on passe notre vie à lutter contre ce mimétisme en se disant ah oui, mais non, je retrouve encore ce schéma-là, j'ai plus envie, pourquoi je le retrouve, quoi. Donc voilà, je trouve ça passionnant, parce que pour moi je suis pas en train de dire que j'ai la solution à la paix dans le monde, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais j'ai toujours été convaincue du haut de je me souviens, je le disais à ma mère quand j'avais 10 ans, quoi. J'ai toujours été convaincue que ça, en fait, vraiment, que ce travail intérieur solutionnerait énormément de choses. Énormément de choses. On verra bien, mais je pense qu'on est bien parti pour le vivre, et on est bien parti pour le faire, en tout cas. Donc voilà. C'est je sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas c'est chouette. Non, vraiment, c'est chouette. C'est chouette. Moi je le souhaite à tout le monde. Je souhaite vraiment d'ailleurs, si je pouvais lancer une intention ou lancer un souhait là, je lancerais celui-là. Le souhait qu'on se libère tous, que l'humanité entière se libère tous, et qu'on aille dans ce sens-là, quoi. Qu'on aille dans ce sens-là. Voilà. Bon, on a fait plus d'1 heure et demie sur le sujet.
Je pense qu'il serait peut-être temps de s'arrêter. De toute façon, voilà. Si en plus ça vous parle, enfin, on en reparle quand vous voulez, j'ai envie de dire. Voilà, il y a aucun problème là-dessus. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant de travailler à partir de situations peut-être plus concrètes, de cas plus concrets. Moi, je peux parler de mon histoire, mais je veux dire, mon histoire, elle est pas représentative de toutes les situations de dépendance affective, donc du coup voilà. Ou si vous avez des relations peut-être que je creuse, ou que je parle plus d'un type de relation, enfin voilà, c'est des choses, surtout n'hésitez pas à me transmettre, parce que moi ça me permet aussi de penser de penser voilà le corps des interventions, ou le sens de mes témoignages aussi, je sais pas, mais en tout cas voilà, ça me permet de modifier les choses. Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Je crois que j'ai eu que des femmes, hein, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté déjà, et puis d'avoir interagi, parce que vos interactions, en plus vos interactions, elles sont souvent hyper intéressantes. Donc du coup voilà. Et puis bah ouais, comme toujours, hein, de votre soutien, de votre présence. J'ai pas trop les mots, parce que je suis aussi un peu pudique et que c'est pas forcément facile pour moi de verbaliser tout ça, mais c'est beau ce que vous me dites, quoi. Vos retours, ils sont vraiment beaux. Là, ça. Ouais. Ben oui, mais parce que c'est pas systématique non plus. Puis peut-être que y a des chemins aussi, hein, des fois qui doivent se séparer aussi, hein. Et puis il y a des, comment dire, des fois l'absence elle a besoin de faire son chemin. Et mais genre vraiment pendant plusieurs années, tu vois. Genre des fois en tout cas là encore une fois, je parle d'expérience vécue, ça veut pas dire que c'est réel dans toutes les relations, mais parfois, il faut une vraie prise de distance, faut qu'il y ait un vrai presque disparaître, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bonjour mon chat, s'il te plaît. Mon amour. Allez, loulou, arrête. Mais c'est pas possible. Arrête un petit peu. Et ouais, des fois, ça demande du temps. Ça demande du temps, puis il faut bien le dire, hein, les hommes sont pas armés. Enfin, quand même, faut le rappeler. Je veux dire, tu vois, c'est pour ça, c'est bête, hein, mais sincèrement, on est beaucoup plus armés pour vivre la vie que les hommes. C'est pas sexiste ce que je suis en train de dire. C'est juste que à partir du moment où on a des capacités à écouter notre sensibilité plus puissante. Pour ça que moi j'ai jamais compris ces conneries de sexe faible, parce que je me suis jamais sentie sexe faible en fait, parce que je sais que nous on a cette chance d'être connecté à nos émotions, d'être beaucoup plus en capacité que de les verbaliser, de le dire et tout, même si je sais que ce que je suis en train de dire là, ça peut être un peu schématique à la con, tu vois, mais n'empêche que y a quand même un paquet d'hommes, il y en a beaucoup, hein, qui écoutent leur sensibilité maintenant et tout, hein, bien sûr, il y en a beaucoup, mais moi je côtoie et je vois surtout autour de moi beaucoup plus d'hommes qui ne savent pas faire comme tu dis, quoi, qui savent pas aimer, qui savent pas vivre, ils savent pas, mais Seigneur, ils savent pas. Et je veux dire, quand je le dis là, je le dis en toute presque tristesse, quoi. Ils savent pas, tu vois. Et en même temps, tu vois, quand je te dis là, il y a une part de mon ego là qui s'exprime, tu vois. Genre, moi, je saurais mieux qu'eux. Ben, en fait, alors, il y a une part de vérité, et en même temps, il y a une part d'ego, parce que, comment dire, parce que c'est pas le fruit de mon travail personnel si je suis comme ça, c'est cette énergie yin, en fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est pas quelque chose qu'on choisit finalement, c'est qu'on est habité par cette énergie yin, et c'est l'énergie yin, Seigneur, qui prédomine. Mais l'énergie yin, elle est présente chez les hommes aussi, mais c'est juste que
c'est enfoui sous un tas de trucs et de dossiers et de douleurs et de souffrances. Et il y a un stéréotype qu'on dit souvent, mais qui n'en est pas un stéréotype. Enfin, en tout cas, dans tous les stéréotypes, il y a une part de vérité, un petit peu. C'est que les hommes, nous on souffre, on encaisse, on peut souffrir 1 fois, 10 fois, 1000 fois, voilà, les ruptures, l'accouchement, tout ce que tu veux. Un mec qui souffre 1 fois, il ferme tout et c'est fini. Tu vois, il va pas chercher à comprendre, tu vois, il a pas l'esprit aventurier, tu vois, il va pas, non, c'est, je souffre, allez, c'est bon. J'ai pas. Et tout ce que je dis, ça peut se retrouver chez des femmes qui auraient un yang très fort. Voilà, les énergies, elles sont chez les deux. Je ne veux pas trop schématiser les choses de là à ce que ça devienne un peu archétypal, quoi. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Hop, hop. Mince, j'ai voulu remonter et c'est parti en cacahuète. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup pour vos retours. Merci. Bah oui. Non mais bon, l'ego, enfin encore une fois, il est partout et c'est ok. Je veux dire, c'est pas du tout un jugement de ma part parce que l'ego il est partout et voilà et c'est la vie. On peut pas l'enlever en fait donc du coup c'est très bien. Bonne nuit, mais de toute façon je pense que il va être temps d'y aller aussi parce que bon, faut que ça soit digeste, je me dis la vidéo elle va être en replay et je sais pas si les gens ils vont avoir le cœur d'écouter genre 3 heures de vidéo. Donc du coup voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, pas parce que voilà j'ai nécessairement envie mais parce que c'est plus raisonnable et que vaut mieux repréparer pour une prochaine fois. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à me redire s'il y a des thématiques, des choses que vous voulez que je traite plus en particulier, parce que voilà, ça peut être totalement le cas sur ces questions-là, ou des cas particuliers, ou des choses comme ça. Je peux anonymer, moi je peux faire en sorte que... Enfin voilà, on peut trouver des moyens, des solutions, bref. Mais je voudrais vraiment qu'il y ait un espèce de cercle d'études, quoi, qui puisse se mettre en place pour qu'il y ait un réseau d'entraide, en fait, tout simplement, parce que c'est tout le monde qui a y gagné en fait. C'est aussi ça. Donc voilà. Ben merci. Moi c'est moi qui vous remercie. Vraiment merci beaucoup à vous de votre présence, de suivre parce qu'en plus là c'est un peu ça commence à être un peu les mêmes qui reviennent et ça me touche énormément et je comprenais pas trop le délire des communautés mais maintenant je comprends mieux et bon sans pour autant trop en faire. J'ai des femmes en béton hein, qui me suivent vraiment je le dis parce que je parle de ma clientèle et pas que et j'ai des femmes en béton armé qui me suivent donc du coup je suis fière, je suis vraiment contente. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite une belle et douce nuit à vous aussi, reposez-vous bien et puis on se dit à plus tard dans tous les cas. Salut.